Nice. Je propose qu'on reparte à zéro pour que maintenant qu'Artem nous ait rejoint, tu puisses te représenter dans un premier temps, nous dire qui tu es pour ceux qui ne nous connaissent pas, pour nos abonnés, tes abonnés, et puis pour repartir de ça. Donc on te laisse te présenter, on t'écoute. Canon. Bah écoutez, déjà, merci beaucoup pour cette invitation. Généralement, vendredi 18h, c'est l'heure de l'apéro pour les investisseurs et les traders. Mais voilà, on s'est dit qu'on allait se faire un petit briefing des marchés ensemble avant les fêtes. Merci Artem, merci à toi Xavier. Voilà, c'est très sympa de m'inviter. Donc, me concernant, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Nicolas Chéron. Je suis passionné de bourse. Ça fait à peu près une petite vingtaine d'années que j'investis en bourse puisque j'ai 37 ans et que j'ai acheté ma première action boursière quand j'avais 16 ans. J'ai commencé à travailler chez Zone Bourse, qui est un des sites français les plus complets et les plus connus pour les investisseurs actifs. Et ensuite, j'ai travaillé pour FXCM, un courtier américain sur le marché des changes, puis CMC Markets, un courtier spécialisé sur les CFD en Angleterre, et enfin, j'ai travaillé pour Bink, qui était un courtier hollandais qui s'est fait racheter par Saxo Bank, un courtier danois, tu vois, c'est le jeu des chaises musicales. Et voilà, c'est comme ça que ces 15 dernières années, j'ai fait le marché des changes, le marché des CFD, les indices, les actions. Et je dirais que ce qui caractérise un petit peu ces 15 années-là, c'est que ces 15 années à passer au contact des investisseurs individuels, jeunes ou moins jeunes, afin de leur donner des clés de lecture et de compréhension afin d'investir qualitativement sur les marchés financiers. Voilà. D'accord, ouais, très bien. Donc un gros parcours quand même ces 15 dernières années avec plein d'entités, plein d'expériences. Et justement, donc tu travailles plutôt avec des investisseurs privés, un peu comme nous. Pourquoi tu as fait ce choix d'être de un indépendant et de plutôt t'orienter vers des privés plutôt que des institutionnels et de mener une carrière, je sais pas, comme on pouvait rêver il y a peut-être 20 ans en étant un trader de la SG avec une carrière linéaire à ce niveau-là? Ben, c'est justement parce qu'il y a 20 ans, c'était possible. Il y a 13-15 ans, ça l'était beaucoup moins. Et depuis, c'est pratiquement impossible ou moins intéressant dans le sens où il y avait à l'époque encore beaucoup de traders discrétionnaires. Aujourd'hui, il n'y en a pratiquement plus. Il y a beaucoup de, comment dire, de traders qui sont des traders algorithmiques, qui sont des gens qui font des Oui. écoles d'ingénieurs. Moi, à l'époque, j'ai fait une école de commerce. J'ai fait l'école post-bac de l'EDEC, je crois que vous connaissez. On en a fait la Oui, oui, même, on on a connaît fait un la peu, même. on connaît un petit peu, ouais. Et je n'avais peut-être pas encore le profil et l'envie. Tout à l'heure, j'ai réfléchi à ce qu'on allait se dire ce soir, si tu veux, et quand j'ai découvert la bourse il y a 15 ans, bah, c'est vrai que j'étais beaucoup plus fan de compréhension des systèmes des marchés que un véritable trader de court terme. Je ne l'étais pas et je ne le suis même jamais devenu. Très technique, très chronophage, très stressant. C'était pas ma spécialité. Et on va dire qu'aussi de fil en aiguille, tes premières expériences te drive un petit peu. Moi, j'étais en école de commerce, j'aimais beaucoup le côté commercial, j'aimais beaucoup le côté relationnel, client, Contact. etc. J'ai été fan d'éducation et de vulgarisation. Donc, si tu veux, au moment où j'ai dû choisir entre je vais dans une société de gestion, je vais peut-être assister des gérants, chose que j'ai fait dans mes stages en plus, ou bien je vais faire de la démocratisation à grande échelle, bah ça s'est fait comme ça. Si tu veux, quand je suis arrivé chez Fortuneo il y a 15 ans, ils venaient de lancer une plateforme qui s'appelait Blog Bourse, qui était la première plateforme de blog de bourse en France. D'accord. Et si tu veux, c'est l'avant Twitter, quoi. Ensuite, il y a 10 ans, je suis arrivé sur Twitter en 2010 de mémoire, donc 11 ans même. Et aujourd'hui, on fait du Insta en live et du Twitch parce qu'on suit les nouvelles technologies. Et le côté nouvelles technologies, rencontre avec les gens, pédagogie, convenait peut-être plus à ma personne. Voilà, ça s'est fait comme ça. D'accord. Mais je pense que ce Très qui est bien. Vas-y. intéressant aussi, c'est que toi, tu as connu tout ce qui est adaptation, adaptation à ces nouvelles technologies parce que toi, tu as connu l'avant, on va dire, de tout ce qui précédait tout ça.
et que maintenant, aujourd'hui, tu dois t'adapter justement pour ça. Donc, Ouais. c'est assez cool de voir cette transition. Et justement, donc, je sais pas, Xavier, si tu en as parlé déjà de ce qu'on va dire pendant ce live un peu, mais l'idée, c'est d'aborder un peu le marché en général aujourd'hui. Comment est-ce que ça se passe? On parlait de plusieurs marchés, puisque tu as aussi parlé du marché crypto, tu as aussi parlé de ton expérience quand tu as parlé du marché crypto, parce on s'est rencontrés, et quand on s'est rencontrés à Biarritz, justement, on en a discuté un peu, je pense que ça pourrait être intéressant d'avoir ton retour sur ça. Parler un peu des folies qu'on a vécues cette année, parce que cette année a été particulièrement folle, parce que cette année, si tu commençais à investir cette année, c'était simple, tu étais gagnant tout le temps. Tu pouvais t'imaginer trader professionnel, quitter ton travail classique Ouais. pour aller faire du trading. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette année a été différente des autres années, donc ça n'est pas représentatif du marché boursier en général. Donc voilà, du coup Xavier, je te laisse commencer avec les questions parce que l'idée c'est Enfin, d'avoir des justement, je vais questions, enchaîner d'avoir un fil conducteur, mais derrière c'est plus une clairement. conversation, plus on rebondit sur ce qu'on dit, etc., etc. Ok. Bah, clairement, moi j'ai enchaîné un peu sur ce que tu dis, Artem, parce que cette année, enfin ces 2 dernières années ont été vraiment particulières depuis la crise sanitaire, le Covid. Mais on voit que cette crise sanitaire a amené tellement de changements, en plus des changements négatifs qu'elle a pu impliquer dans notre vie de tous les jours. Ouais. On voit que la digitalisation s'est accélérée, mais vraiment en un temps incroyable. Ce qui devait se passer en 5 à 10 ans, s'est passé en 2 ans et continue d'évoluer. On remarque des changements d'habitude de vie, que ce soit sur le travail avec l'avènement du télétravail, de nouvelles notions de mobilité. On voit que tout change, que les besoins des gens changent, et ça a eu un vrai impact sur les marchés financiers, que ce soit le marché français avec le CAC 40, mais au niveau mondial. Et c'est une première depuis peut-être plus de 50 ans où le monde entier a changé ensemble en même temps et ça a bouleversé toutes nos habitudes. Toi comment tu as ressenti ce changement sur les marchés et sur tes habitudes? Tu nous parlais de 15 ans d'expérience, voire 20 ans d'expérience. Tout a changé, a été révolutionné. Est-ce que tu l'as subi comme quelque chose de négatif ou plutôt de positif? Alors, c'est un sujet très vaste. Je pense qu'on peut parler et d'une part de la société et d'autre part des marchés financiers. Pour ce qui est de la société, en fait, si tu veux, pour moi, il n'y a pas eu de changement comment dire, de consommation, de méthode d'information. Il n'y a pas eu de changement fondamental. Par contre, il y a eu une accélération de méga trends qui était déjà en route. Le télétravail, c'est un méga trend qui est déjà en place depuis 10 ans. On voit de plus en plus de gens qui sont auto-entrepreneurs, qui ont leur propre entreprise, qui ne travaillent pas forcément toute la semaine, qui choisissent leurs horaires et qui veulent de la flexibilité. Et en fait, le Covid n'a pas changé ce phénomène, mais l'a accéléré. La digitalisation, la numérisation, les réunions de boulot sur Zoom, le fait de travailler à distance, tout ça, pareil, était en train de se mettre en place progressivement et en fait, ça a mis un coup de pied au cul à ces phénomènes-là. Après, il est vrai que dans, par exemple, les ventes en ligne pour les produits, tout ce qui est informatique, comme showroom privé ou LDLC, qui sont cotés en bourse, eh bien, ça leur a fait gagner 5 ans, comme tu le disais. En fait, historiquement, on est en train de passer de 7 à 8 à 9 à 10% d'achats par Internet, alors qu'on était à 87, puis 86, puis 84% de produits consommés dans les magasins. Là, d'un coup, boum, on a pris 5-7 ans sur tous les chiffres, et donc maintenant, les gens vont plus sur Internet. Même des grands-parents, tu vois, vont avoir plus de Ouais. facilité à faire un Skype ou un Facebook en vidéo, alors qu'avant, c'était juste un petit coup de fil. Je pense que ça a fait prendre conscience, pour faire un parallèle avec les investisseurs, ça a fait prendre conscience aux investisseurs qu'effectivement, la notion de mégatrend dans la numérisation et le digital, c'était que le début. Et qu'en fait, on va vers 20 ans encore de développement du numérique. Clairement. Mais surtout inévitable aussi, c'est que Oui, c'est ça, on se rend c'est compte que dans tous les inévitable cas, on aussi, est obligé de passer par ça. C'est clairement. écrit, et ce qui est assez hallucinant, c'est que, vous voyez, il y a à peu près 2-3 semaines, quand le nouveau variant est sorti, Oui, Omicron, le Nasdaq est monté. Les mecs se sont dit, s'il y a un nouveau variant, qu'on est encore confiné, les seules boîtes au monde qui vont continuer à c'est croître, la voire tech. à croître encore plus vite, encore plus fort
qu'elles ne le faisaient précédemment, ce seront les boîtes du numérique. Donc ces boîtes-là profitent d'un méga trend et en plus d'un joker valeur protectrice ou en tous les cas protégée du Covid et d'éventuelles fermetures ou enfermements. Donc c'est un peu, mais ce n'est que le monde d'avant qui a accéléré encore plus vite. Clairement. Et par rapport à ce que tu disais, justement, cette adoption massive, par exemple les grands-parents qui font des Skype parce qu'ils n'ont pas eu le choix, parce qu'ils ont été coupés du monde, ils ont été obligés d'utiliser ces outils-là pour voir leurs petits-enfants. On voit qu'il y a des habitudes qui ont changé, mais on voit que chez les jeunes, et sur les jeunes générations, on va dire les moins de 30 ans, il y a aussi de nouvelles habitudes, par exemple sur l'utilisation des réseaux sociaux et sur la consommation, la méthode de consommer les réseaux sociaux. On voit qu'il y a un intérêt pour des pages un peu plus comment dire, culturelles ou informatives, alors qu'avant, c'était vraiment du partage de contenu plutôt photo individuel. Toi qui es un des pionniers sur Twitter, ça fait plus de 10 ans que tu es présent sur Twitter, tu as plus de 70 000 abonnés bientôt, il me semble. 75. Est-ce que tu sens un changement, est-ce que tu as senti une accélération de la part des jeunes et des utilisateurs vers une volonté de s'instruire sur l'investissement, de te suivre, de poser plus de questions, comparé à il y a 2 ou 3 ans, par exemple? Est-ce que tu sens que ce Covid a poussé les gens à s'intéresser à l'investissement parce qu'ils avaient plus de temps, plus d'accès gratuit et direct sur les réseaux sociaux à des gens comme toi? Est-ce que tu as senti ça ou pas du tout? Oui. Et c'est une très très bonne nouvelle. Mais j'aimerais que ceux qui nous écoutent retiennent bien ce que je vais dire. C'est que c'est une très bonne, mais aussi pour certains aspects une mauvaise nouvelle. La très bonne nouvelle, c'est qu'on a 500 000 personnes en bourse, dont plus de la moitié des moins de 30 ans qui sont rentrées en bourse, qui font des actions, de la crypto ou autre. Et je pense même que les 400 000 que l'AMF évoque, c'est bien moins parce que c'est un petit chiffre. C'est plus. Elle prend les chiffres des courtiers français, alors que tu as des centaines de milliers de personnes, peut-être pas en France, mais des dizaines de milliers de personnes qui ont ouvert des comptes chez Binance. Oui, sur de Giro, sur Trade Republic. Mais tout ça pour dire que je pense qu'on a 1 million de nouveaux investisseurs en France sur les actions, sur les cryptos, sur les valeurs de croissance américaines. Et je suis heureux. En tant qu'analyste boursier, plus que de voir que j'ai du boulot, certes, je note un engouement et une compréhension de la part des particuliers qu'investir en bourse, c'est bien, c'est donné à tout le monde, ça peut être relativement simple et ça peut même être d'ailleurs bien plus productif quand c'est simple, passif et long terme que quand on s'excite à court terme. Et c'est là où il y a le pendant de cette nouvelle adoption. Qui me fait peur, c'est que on voit beaucoup de jeunes qui vont vers les cryptos parce qu'ils veulent de la volatilité énorme. On voit beaucoup de jeunes qui font des indices boursiers ou des actions de croissance américaine avec de l'effet de levier. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui sont en train de se cramer, il y a beaucoup de gens qui sont en train de perdre en bourse, il y a beaucoup de gens qui sont en train de se faire arnaquer par des mecs qui donnent des conseils alors qu'ils n'ont pas d'agrément. Il y a beaucoup de gens qui font n'importe quoi sur les cryptos en levier max et qui se font exploser. On l'a vu la dernière fois que le Bitcoin est 35 à 50 000. Il y a eu, je ne sais plus, 400 000 comptes, ou peut-être même plus, de comptes crypto qui ont sauté pour plus de 2 milliards. Enfin, c'était des sommes, c'était complètement... Justement, j'ai vu aujourd'hui que tu avais retweeté, je me permets de te couper parce que c'est en lien avec ce que tu dis, mais on voit que ça prend une proportion vraiment démesurée parce que en parallèle, tu vas dans le métro à Paris, tu vois des affiches pour t'impliquer à trader tout seul avec des trucs gratuits. On t'explique pas vraiment ce que c'est, mais on te dit télécharge mon application, tu vas pouvoir avoir accès à tous les marchés financiers, crypto et tout. Ça, c'était du jamais vu. C'était inimaginable il y a encore 3 ans. On ne faisait pas de pub dans le métro pour dire achète cette application ou télécharge cette application pour investir en bourse. Et de l'autre côté, j'ai vu que tu avais retweeté tout à l'heure l'AMF qui commence à faire une campagne de prévention sur ses différents réseaux sociaux, qui prend l'exemple type de ce qu'on peut voir sur TikTok ou sur Twitter. Salut jeune investisseur, si tu veux devenir rentier, abonne-toi à mes conférences. Et ça, c'est vrai, mais c'est génial qu'il y ait une réaction de la part de l'AMF parce que c'est ces gens-là et c'est ces modèles-là peut-être d'influence un peu malsaine qui te promettent de la volatilité parce que de la positivité dans la volatilité à un public qui est souvent novice
c'est pas forcément négatif d'être novice, mais encore une fois, comme on le dit à chaque fois, c'est important de s'intéresser, de comprendre la technique, de se former et de viser le long terme. Mais malheureusement, c'est pas le cas de tout le monde. Ah bah, c'est clair. Et ces gens-là qui ont cette influence, cette formation pour devenir rentier en immobilier ou en marché action, l'AMF commence à s'en méfier et on voit que c'est un signal très très fort parce que déjà leur présence sur les réseaux sociaux, c'est inédit et ça montre qu'il y a besoin de s'inquiéter. Complètement, complètement. Il y a eu énormément de courtiers qui ont pénétré le marché, que ce soit pour les cryptos ou les futurs ou les actions en levier. Il y a eu beaucoup d'influenceurs qui se sont mis à faire du conseil. Il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui ne cherchent plus à se former, à comprendre, mais à suivre bêtement des signaux donnés par X ou Y parce qu'il a une Lamborghini, qu'il a été loué C'est ça, pendant 8 heures qui a sur un été loué. euh, pour faire une publicité. Donc, alors, en fait, si tu veux, il y a des fois où je tiens un discours en disant protéger les investisseurs, il faut que l'AMF mette des lois, il faut qu'on mette des disclaimers, etc. Et il y a des gens qui me disent, mais Nicolas, non. En fait, de tout temps, depuis 100 ans que la bourse se démocratise et que de plus en plus de gens y viennent, certains me disent il y a le darwinisme des marchés financiers. C'est-à-dire que les marchés, c'est pas pour les kikoulols, hein, c'est pas pour des gens qui n'ont pas les nerfs, qui n'ont pas une envie, qui n'ont pas une structuration mentale forte. C'est pas fait pour les gens faibles. C'est fait pour des gens qui sont en bonne santé, qui sont jeunes, qui sont motivés, qui font du sport, qui se lèvent le matin, qui sont taqués, qui sont concentrés, et voilà. Et en tous les cas, quand on parle de trading pour l'investissement, bon, Oui, bien sûr. investissement, C'est deux mondes différents, c'est vraiment deux mondes Ouais, différents. et je pense qu'il y a un point que tu as soulevé qui est assez important et le remarque assez souvent, c'est que les gens qui arrivent sur le marché, ils pensent que c'est facile aujourd'hui de gagner de l'argent. Et la plupart du temps, ils vont chercher un groupe de signaux de trading où juste on leur dit bêtement, ben voilà, tu places l'ordre là, tu mets ça, ça, ça comme indicateur tout simplement pour ton trade. Et ouais, ensuite, ils n'ont rien d'autre à faire et ils pensent qu'ils vont devenir millionnaires par rapport à ça. Je trouve que c'est bien d'avoir de plus en plus d'entrants, que ce soit dans le marché crypto, que ce soit dans le marché boursier ou autre, parce que dans un premier temps, ça sensibilise les gens à l'investissement. Et plus tu arrives jeune dans ce milieu-là, moins tu feras l'effort plus tard si tu décides de rester dans ce marché-là. Donc je pense que ça, c'est une bonne chose, comme tu l'as dit. Mais ensuite, on a le côté où on veut de l'argent tout de suite, rapidement, directement. Et c'est pour ça qu'on utilise des effets de levier. C'est pour ça qu'on rentre sur des cryptos où il y a juste un chien en flot de profil et qu'il n'y a il n'y a rien du tout derrière. Et c'est sûr qu'il y a des amis qui vont forcément devenir beaucoup plus riches, mais faut voir aussi pourquoi est-ce qu'ils deviennent plus riches. C'est parce que bah, d'autres gens deviennent plus pauvres. C'est tout simplement, ils revendent aux personnes qui vont acheter, par exemple. Je reprends l'exemple des cryptos, puisque c'est mon domaine principal. Rien que le Shiba ou le Dogecoin, si le Dogecoin n'était pas soutenu par Elon Musk, on n'aurait pas eu cet engouement-là. Si Shiba n'avait pas repris l'idée du Dogecoin, bah, tout simplement, on n'aurait pas eu cet engouement-là autour de Shiba non plus. Et le problème, c'est que j'ai énormément d'amis qui ont commencé à rentrer dans la crypto et ils ont commencé à me parler de ça. Ça fait deux ans que je suis sur ce marché où j'investis dans des projets à forte valeur, où je fais l'analyse du projet, du fondamental, etc. derrière. Et quand les gens, le premier investissement dont ils me parlent, c'est un coin de chien, je me dis, bon, le marché là n'est pas encore assez mature pour les nouveaux investisseurs, en tout cas le marché crypto. Encore une fois, je trouve qu'il ça y a va. énormément d'opportunités, mais il faut se former, il faut vouloir se former. Parce que si Ouais, c'est aujourd'hui, tu surtout ça. t'attends à ce qu'on te serve tout devant toi et que Oui, derrière, c'est ça. tu as juste à faire 2 clics pour devenir riche, c'est pas comme ça du tout que ça se passe. Alors, la bonne nouvelle, la très très bonne nouvelle, c'est qu'on n'a jamais eu sur Internet autant de databases, de graphiques, Clairement. formations, d'informations gratuites de toute l'histoire de l'humanité. Aujourd'hui, Gratuite et instantanée. un jeune de n'importe quel pays au fin fond de l'Inde qui peut avoir accès à Internet, il peut avoir des comptes Instagram, des comptes Twitter, il peut suivre Bloomberg et ce gratuitement. Il peut se former sur la bourse et l'investissement. Il peut facilement avoir accès à des courtiers sur des petits montants. Donc c'est ça. En fait, ce qui nous frustre un petit peu, c'est que des fois, on a l'impression qu'il y a du gâchis. On n'a jamais eu autant d'infos à disponibilité, des super courtiers et de l'information. On n'a jamais eu autant de gens motivés pour faire de la bourse, mais quand ils font, ils font n'importe quoi. Oui, non, clairement. Clairement. Le problème, c'est que les deux Mais dernières années,
année, c'était open bar. C'était les Open bar, il y a eu du bars, temps aussi. Les gens ont eu plus de temps pour s'informer là-dessus. Le fait de s'ennuyer et d'épargner beaucoup plus. On a vu que ouais, l'explosion des ménages, enfin que l'épargne des ménages a explosé. On sait très bien que le livret A, les gens ne sont plus dupes maintenant. Ils comprennent très bien que le taux d'intérêt du livret A, bon bah Ouais. voilà, on n'attend pas Noël, enfin on n'attend pas le 1er janvier pour toucher ces 53 euros. Enfin, je veux dire voilà. ouais. Mais donc il y a un ensemble de facteurs qui a fait qu'il y a une accélération très rapide, enfin une énorme accélération, un boom. Et en plus de ça, je pense que les jeunes générations aiment ce que disait Artem. Hein, je trouve qu'il a raison, c'est le tout de suite. Vouloir faire de l'argent très vite sans forcément s'intéresser, suivre un modèle préconçu, Mais simplement ça des n'est cases, pas nouveau. ça c'est dangereux. Ça n'est pas nouveau. Mais Parce que, aujourd'hui, c'est plus accessible. On regarde, si Oui, on compare à avant, avant, tu devais passer dans ta banque pour par la pouvoir acheter des banque, actions. ouais, Aujourd'hui, tu voilà, télécharges une application, tu fais un virement ou tu payes par carte directement et tu c'est as ça. tout qui est vraiment à portée de main. C'est ça, c'est aussi la C'est moins digitalisation qui a dissuasif, rendu ça possible. c'est vrai. Mais clairement. ce genre de phénomène, même si à chaque fois on veut dire this time it's different et il y a des paramètres qui changent, ça fait 20 ans, on a eu 3 crises, 2001, 2008, 2020, 3 fois les cours perdent 50%, 3 fois il y a 1 million d'investisseurs qui arrivent, 3 fois il y a des mecs qui font des 200% dans les 6 ou 12 mois qui suivent la reprise parce on part d'un creux et on a un rebond historique. Et tout ça, c'est du déjà vu. Et tous les Oui. typos qui font pas d'analyse technique, pas de fondamentale, qui n'ont pas de money management, et ben, ils vont peut-être passer de 5 à 20 000 à 200 000. Et puis ensuite, ils vont se faire défoncer parce que le marché viendra toujours. Il viendra te chercher le marché. Si tu n'as pas d'ego, si tu as de l'ego, si tu n'as pas d'humilité, si tu n'as pas un plan construit, C'est foutu. peut faire facilement des grosses sommes sur des mouvements parfois de meme coin qui ne valent rien. Oui. Alors après, bon, je trouve que des fois, je trouve ça débile au possible, mais des fois, je me dis qu'il faut aussi une intelligence certaine pour comprendre qu'à un moment donné, des coins comme le Dogecoin et le Shiba Coin peuvent fonctionner et se dire, allez, je vais mettre un ticket quand même parce que je constate que même si fondamentalement c'est vide, il y a un attrait, un engouement, des nouveaux entrants. Mm. Tout à l'heure, vous disiez, il y en a qui achètent, puis ça fait monter les cours comme ça. En fait, c'est la patate chaude. C'est les gens Ouais. achètent la Ouais. patate elle monte, le lendemain tu relances la patate à un autre et hop, comme ça jusqu'à ce que la patate approche du dollar et que les derniers se fassent plier en quatre. On a vu la même chose avec les tulipes en Aux 1700. Pays-Bas, la première crise, ouais, oui, non, clairement. Et Mais Nicolas, en parlant de patates chaudes, ce que tu dis, je me permets de te couper parce qu'on avance dans le temps, c'est un sujet qu'on voulait évoquer aussi, mais se rebalancer cette patate chaude, est-ce que tu penses que c'est pas ce qui est un peu en train de faire, enfin ce que sont en train de faire les différentes banques centrales aussi, entre la BCE ou la Fed, qui pendant un long moment ont mené des campagnes massives de rachat d'actifs, ouais. qui commencent à lever le pied, qui commencent à se rendre compte qu'on a une inflation galopante qu'on n'a plus vue depuis 30 ans en Union européenne, Mhm. et qui se disent mince, comment on va faire maintenant. Ça c'est vrai que c'est un sujet qui arrivait très rapidement. Tu l'évoquais en tout début de live, Artem n'était pas encore arrivé, mais là depuis le mois de novembre, on est face à des marchés qui sont ultra volatiles, surtout marché actions, marché crypto. Voilà, on ne sait pas ce qui se passe. On voit une inflation que tout le monde jugeait temporaire à cause du hausse des coûts des matériaux, des matières premières et parfois même des salaires. Mais là, on se rend compte que c'est pas temporaire et on ne sait plus comment faire quand on est face à ça. Alors, il y a beaucoup de sujets dans ta phrase. J'ai Alors, coupé de questions. euh, est-ce que c'est une nouvelle donne? Pas vraiment. C'est un peu comme tout à l'heure quand on parlait de la digitalisation qui était déjà un méga trend en place et qui a accéléré avec le Covid. Et ben, si tu veux, l'interventionnisme des États et des banques centrales existait déjà avant le Covid et n'a fait que s'accélérer. Donc c'est la même chose. C'est un méga trend Ouais. de digitalisation de la dette euh, qui a accéléré avec le Covid et qu'on ne peut plus arrêter. Alors là-dessus, Clairement. franchement, les gars, personne n'a écrit et aucun prof ne fait de cours là-dessus puisqu'on n'a jamais vu ça de toute l'histoire. Donc, c'est de l'innovation financière Même les aussi. Enfin, je banquiers veux dire, centraux disent, mais là, en gros, c'est Panoramix qui prépare la potion magique, tu vois, on n'est pas sûr. ouais, ouais, non, mais clairement.
Clairement. Mais là même, il faut se dire un truc, c'est que, je sais pas, admettons, début janvier, ça part en sucette avec Omicron, il y a besoin d'adopter des mesures complémentaires qui sont restrictives pour l'économie. Là, on fait comment? Je veux dire, l'État réinjecte des milliers de milliards, au bout d'un moment, on retombe dans un mécanisme On met du... où ça ne s'arrête jamais. Et les marchés l'ont compris, ça. Mais c'est la nouvelle donne. En fait, c'est ce qu'il faut comprendre. Pourquoi les marchés sont aussi hauts, c'est parce que les marchés viennent de comprendre que malgré un virus qui enferme à un moment donné la moitié de la planète, Clairement. il continue de tourner. Donc Ouais. là, les mecs se disent, le marché boursier, désormais, il est indestructible. Mais oui, clairement, Mhm. le CAC 40 a fait Le un système historique il y a de 3 la semaines. dette. Et alors, tu vas me dire, bah oui, mais Nicolas, la dette, c'est problématique à un moment. Et en fait, tout le monde s'en fout. Voilà, c'est ça Parce que le... tout le Ouais, monde a été confronté au problème en même temps. Tout le monde a été confronté au problème en même temps, ce qui n'était pas le cas avant. Ce sera un problème qui sera géré par nos petits-enfants, en fait. Ouais. Quand moi j'étais jeune, la France, elle était endettée à 60%. Jamais on aurait voulu arriver à 100% et le dépasser. Aujourd'hui, on est à 130, 150. Ça passe crème. L'OAT français, Ouais, non, mais c'est clair. zéro, Il n'y a pas de relevé souci, quoi. Tout va bien. mais ça. justement, moi, j'ai une petite question par rapport à ça, parce que justement, pendant la crise, on a vu que l'État investissait énormément d'argent. On a vu aux États-Unis 30, je ne sais pas si c'est 30 ou 40% des dollars qui sont en Ouais, circulation aujourd'hui ont été ouais, Ouais, c'est imprimés ça. entre 2020 et 2021. ouais, C'est impensable, quand ouais. même, quand on y repense. Et juste, est-ce que justement les entreprises, les banques, etc., ne vont pas prendre l'habitude de cette injection massive de l'argent et que lorsqu'ils vont avoir un problème, ils vont dire, ah, mais de toute façon, c'est pas grave, l'État va nous sauver dans tous les cas. Ouais. En fait, ça devient un too big to fail géant. Ouais, c'est ça. Exactement, Avec oui, voilà, c'est ça, c'est C'est ça. exactement ça. d'un côté la Mais même Evergrande en Chine, parole, Ouais, exactement, c'est ce que j'allais dire. de l'autre le c'est la même chose. Alors, il faut essayer de soutenir à droite à gauche, puis à un moment donné, on se dit, ah bah, ce serait bien de faire des nouveaux projets. Ah bah tiens, on va faire la transition énergétique, comme ça, on va faire du vert. Et, Autre méga. et en fait, il y a beaucoup de gens qui disent, euh, on va arrêter d'injecter, les banques centrales vont arrêter, donc les bourses vont rechuter, tout va s'écrouler, etc. Mais en fait, il y a 10 ans, je pensais ça. Maintenant, je réfléchis plutôt, qu'est-ce que le banquier central a dans la tête? Voilà. Comment lui pense, comment lui raisonne-t-il? On vient de voir que depuis 13 ans, en fait, depuis 2008, le bilan des banques centrales augmentait continuellement, que ce n'était pas problématique. On a vu qu'on pouvait créer 2 dollars de dette pour créer 1 dollar de PIB, notamment aux États-Unis ou en Chine, que ça pose de problème à personne. Et en fait, je vous dis le problème. Le problème, c'est quoi? C'est qu'entre 1980 et 2010, on a profité d'un énorme bassin positif post-industriel de développement, de croissance. C'était la teuf. Voilà. Quand moi j'étais enfant. Et nos parents ont vraiment voilà, de la dette, de la création de richesse, tout le monde s'est gavé. Ouais. Et depuis 2008, on sait que le système dans lequel on vit marche sur la C'est pas tête, final. mais plutôt que de le faire tomber et de le révolutionner, on a préféré un petit peu dégonfler le ballon, mettre des grosses rustines dessus et gonfler le ballon encore beaucoup plus gros qu'il ne l'est. Oui, parce qu'au final, regarde, les gens continuent à s'enrichir aussi. Il y a eu des enrichissements énormes ces 10 dernières années grâce à ça. Les richesses, le problème, c'est que c'est capté par les 0,1% les plus riches. Voilà, bien sûr, clairement. Entre les Mais pauvres et les plus riches ne font que s'accentuer. Donc, moi, si tu veux, j'ai l'impression qu'ils sont en train d'inflater les marchés boursiers et immobiliers. Les méga riches vont se retrouver avec 99% du gâteau. Ça va devenir de plus en plus cher d'acheter de l'immobilier, ça va devenir de plus en plus difficile d'acheter en bourse parce que les niveaux de valorisation sont élevés. Mais ils vont faire monter ça le plus longtemps, le plus haut possible pour que le jour où il y a une crise et qu'on perde 70%, même à moins 70, il leur reste un truc appréciable. ouais, Tu vois ce que je c'est veux dire? ça, clairement. Et donc, c'est Clairement, c'est gonflé. problématique pour eux. Par contre, pour nous, post-Covid, de se dire, ah, qu'est-ce que je fais? Je vais acheter une maison ou je vais acheter des actions, les marchés sont vachement hauts, comment je fais? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'attends? Et c'est vrai que c'est compliqué. Mais regarde, à un autre instant, enfin, je veux dire, il y a quelques temps, on pouvait dire que garder des liquidités en banque ou autre, c'était avantageux, c'était bien d'avoir du cash pour investir dans une situation que tu décrivais là, juste avant. Ouais, Mais regarde aujourd'hui, avec une inflation qui est à 5 à 7%,
tu gardes, je sais pas, 100 000 euros sur un compte, tu perds 7 000 euros par an. Et avec les rendements d'assurance vie, c'est très dur de toucher du 3-4%. Donc en fait, maintenant, avoir de la liquidité, c'est même pénalisant parce que ton pouvoir d'achat subit une érosion instantanée. Donc on est vraiment dans une situation où on est bloqué pour un investisseur prudent qui va attendre de voir quelque chose arriver. C'est très compliqué. C'est compliqué, mais attention au sujet de l'inflation. Je pense que les banquiers les banquiers centraux ont raison. Je pense que l'inflation est transitoire. D'accord. Les matières premières, en fait, pour moi, c'est pas la quantité d'argent qu'on a injecté dans le système qui a engendré cette inflation. Sinon, on aurait déjà une inflation de baiser depuis 2008. Entre 2008 et 2020, on a injecté comme des fous. Donc, si c'était l'injection monétaire qui devait engendrer de l'inflation, on l'aurait. Ce qui a créé de l'inflation, c'est qu'on est passé d'une planète à l'arrêt à une planète qu'on a voulu relancer et faire tourner 1,5 fois plus vite alors qu'elle était déjà taquée. On a voulu rattraper 2 ans. Donc, on a voulu acheter du bois aux quatre coins de la planète et les mecs pour faire leur maison au Canada ou bien pour construire des bateaux ou bien pour faire des pièces, ils en ont tous eu besoin à un moment donné. Et il y a des sociétés qui ont dit, bah, nous, on est prêt à payer plus cher parce que de toute façon, on est sur des produits à haute valeur ajoutée, etc. Ça a déstructuré la planète. On s'est retrouvé avec des centaines de tankers à l'extérieur des ports de Chine, Los Angeles, etc. Cette situation est en train de se normaliser. Le nombre de camions sortant du port de Los Angeles augmente, le nombre de bateaux en attente est en train de baisser. Donc ça veut dire qu'on va revenir sur un flux plus normalisé. Cette année, on était entre 6 ou 7% de croissance mondiale. L'année prochaine, on tape sur 4,4. Donc ça veut dire qu'on va avoir une normalisation, une sorte de ralentissement d'atterrissage en douceur. Et de fait, je pense que le pétrole a déjà capté une grosse partie de sa hausse potentielle. Les métaux, c'est la même chose. Les matières premières agricoles, c'est la même chose. Et en plus de ça, vu qu'il y a le variant Omicron et qu'il y a des zones qui sont en train de se refermer, etc., ça va aider à cette décélération. Donc je pense que dans les 6 mois qui viennent, et la Fed nous l'a dit il y a 2 jours, hein, on a 6% d'inflation cette année, mais on en attend 2,6 aux États-Unis l'année prochaine. La BCE s'attend à une inflation 2024 de 1,8. Donc on est un peu dans un format 30 glorieuses où il y a une énorme croissance, mais il y a une inflation qui suit derrière. C'est pas pour autant. Ouais. Et cette inflation et cette croissance sont temporaires et devraient se normaliser rapidement. Donc les discours. Un effet rattrapage. Non, je pense pas que. En fait, si tu veux, il y a 2 méga trends qui sont tellement plus puissants sur l'inflation que les ruptures d'approvisionnement et la hausse des coûts des matières premières, c'est la digitalisation et le vieillissement de la population. Et ces 2 facteurs-là, en fait, sont déflationnistes à mort. Et depuis 10 ans, moi, mon scénario, c'est que l'inflation, il n'y en aura plus, qu'en Europe, on restera avec une inflation à 1% et que jamais les taux ne seront remontés drastiquement, voilà, ni en Europe ni aux États-Unis. C'était ma prochaine question. C'était, est-ce que selon toi, dans les 3 ans qui arrivent, on va voir une augmentation des taux, voire un doublement des taux? On va les monter et ensuite on va les remettre à zéro. Et on va relancer du quantitative easing. On est exactement dans le même scénario qu'en 2008. En 2018, on a une macroéconomie qui est en train de plier un petit peu, mais malgré tout, des banques centrales qui disent faut normaliser, on va arrêter le quantitating, on va augmenter les taux d'intérêt. À ce moment-là, la bourse perd 20% et les banquiers centraux font volte-face et disent ah, vous inquiétez pas, on va pas monter les taux 3 fois, on va les baisser. Et hop, tout est revenu dans l'ordre, dans le meilleur des mondes. Et bien là, je te parie qu'on va vers la même chose. On va dire au marché, attention, on va monter les taux, on va faire du tapering. Ils vont continuer de faire du tapering. Et il y a un moment donné, l'année prochaine, en 2022, où on va se taper un accident de marché, les bourses vont perdre 10%, et à ce moment-là, les banquiers centraux vont dire oh, vous inquiétez pas, non, non, les taux, franchement, on va les monter une fois, là, 0,25, pour pas passer pour des gros guignols. Donc pour toi, en 2022, va y avoir les marchés financiers, enfin un marché action en 2022 vont prendre une claque.
Non, mais ils ont moins de soutien potentiel. Je pense que ça va être une année en dents de scie, en fait. D'accord. Dès que tu seras à plus 10, plus 15, il faudra vendre. Dès que tu seras à moins 10, moins 15, il faudra payer. Et en fait, on jouera plutôt dans un grand range que dans un truc directionnel fort. Ouais, parce que là, depuis juin, juillet 2020, on est tout droit vers une simple courbe qui ne fait que monter avec parfois quelques incidents. Mais quand on regarde le CAC 40 a tapé son plus haut historique il y a quelques semaines, enfin, je veux dire, là, tout va bien dans le meilleur des mondes. Tu peux en fait prendre la courbe de la bourse mondiale et le bilan des banques centrales. Les deux courbes s'épousent parfaitement. D'accord. Il y a des gens qui disent en 2022, la bourse va se péter la figure parce que les banquiers centraux vont moins injecter puis monter les taux. Mais en fait, la Fed va arrêter de faire du quantitative easing d'ici le mois de juin, mais après le mois de juin, la BCE va prendre le relais, puis la POBC en Chine va reprendre le sien qu'elle avait mis en pause. Donc t'inquiète, s'il faut faire la somme des liquidités injectées par les banques centrales, il y a de grandes chances que jusqu'à pratiquement la fin de l'année 2022, en fait, on soit dans un marché qui continue de recevoir de la liquidité. Mais peu. D'accord. Donc avant, c'était vraiment un accélérateur de la hausse. Là, ça va être un soutien intangible, comme une sorte de gros trampoline qui t'empêche quand tu chutes de tomber au sol, mais de rebondir un petit peu. Et ce qu'il faut se dire, c'est que la bourse, tu parlais de l'effet richesse, tu vois, tout monte, l'immobilier monte, les bourses montent, donc les gens ont plus d'argent, ils sont plus contents, etc. On va de plus en plus vers ce système-là où tout l'argent des retraites aux États-Unis est en Oui. bourse. On ne peut pas laisser la bourse tomber. Et où au final, s'il faut injecter 5 000 milliards ou 10 000 milliards par-ci par-là pour que les 90% des richesses des 0,1% les plus riches de la planète se maintiennent sur des records historiques, bah, ils le feront. Ouais, d'accord. Et du coup, je pense qu'on va passer au sujet qui me concerne un peu plus, puisqu'on parle de Oui. la distribution des richesses et qu'on va parler d'un sujet qui était censé être la distribution des richesses pour toutes les personnes, les nouveaux arrivants, l'idéologie de la blockchain et des crypto-monnaies, puisque le Bitcoin qui a été créé en 2008, justement, enfin 2009, juste après la crise des subprimes, pour remettre le pouvoir aux mains du peuple pour pouvoir leur permettre de posséder leur propre argent sans passer par les personnes qui vont le manipuler, qui au final ne savent pas le manipuler ou qui font n'importe quoi avec. Et on va parler tout simplement des cryptos, c'est ce qui a été aussi le phénomène de cette année, Ouais. c'est l'année où on a eu le plus d'investisseurs, c'est là où on a eu des entreprises comme Tesla qui ont adapté le Bitcoin en tant que monnaie pour le paiement de Tesla, qui l'ont ensuite annulé, mais enfin bref. On a eu le Salvador également qui l'a adapté en tant que monnaie et qui a un cours légal et donc les personnes qui possèdent du Bitcoin ne sont pas taxées sur les gains. On a vu un énorme ressort donc de ce milieu et pour les Occidentaux, ça se présente plus comme un investissement plutôt qu'une solution. Dans un premier temps, ce serait cool d'avoir ton avis sur le marché crypto en général, sans parler des hausses forcément ou des baisses, mais juste en général ton avis sur la crypto-monnaie. Puisqu'on parle de digitalisation, ça peut être également un bon point d'entrée pour parler de ça. Et ensuite, on va partir sur deux, trois questions par rapport à ça. Ok. Euh... J'aime bien les cryptos parce qu'il y a un côté crypto-punk, anti-société, redonner la parole et la prise de décision au peuple qui me touche. Qui me touche parce que on sent bien qu'on a des banquiers centraux et des gouvernements qui nous dirigent, mais qui prennent pas forcément les bonnes décisions pour nous tous. Donc, si la crypto peut aider à l'avènement d'une conscientisation du peuple, je trouve que c'est vraiment une super chose. Après, je vous raconte deux petites histoires. La première histoire, c'est que, comme beaucoup de gens qui n'avaient pas 20 ans, mais plutôt 35-40, j'ai été assez réfractaire aux crypto-monnaies. Et quand en 2017 elles ont explosé, j'ai parlé de bulles et j'ai comparé les cryptos à la tulipe et j'ai expliqué que c'était un peu comme en l'an 2000, toutes les sociétés dot-com étaient en train d'exploser, qu'en 2017 les cryptos faisaient de même. Et j'expliquais qu'on allait devoir très certainement passer par une purge sur les valeurs technologiques. Ça a duré 15 ans, entre 2000 et 2015.
sur les 100 géants de l'Internet de l'an 2000, il en restait une dizaine. Google, Apple, Facebook, Cisco, Salesforce et quelques-uns. Et je me souviens, sur BFM, j'avais fait une interview en décembre 2017, juste avant Noël. Le Bitcoin était tout en haut et commençait à baisser. Et je disais, il va falloir une maturation de ce marché, de ce secteur. Elle prendra certainement plusieurs années. Et parce que tout va plus vite aujourd'hui, ce que les GAFAM ont fait en 10 ans, les cryptos en 3 ans l'ont fait et sont en train de vraiment d'exploser. Donc voilà, je suis passé de quelqu'un d'anti en disant ah, c'est quoi ce truc, c'est ultra spéculatif, quand on achète le code, n'importe quoi, à la création d'actifs, d'un nouveau pan de l'économie, lui-même connecté à tout ce qui est numérique. Je crois qu'il y a un problème avec le son, je sais pas si c'est que chez moi. Ouais, je t'entends mal aussi. Oui. Ouais, j'ai eu ça aussi, bizarre. Ah bah là c'est bien, là c'est bon. C'est revenu, c'est bon. Qu'est-ce que je disais? Donc, tu es passé de j'étais contre, puis ensuite j'ai compris que c'était en train de se mettre en place, puis j'ai rencontré beaucoup de gens dans la crypto, dont Grégory Raymond, qui est le journaliste de 21 millions, la newsletter de Capital. J'ai vu qu'un écosystème était en train de se créer, que des fonds d'investissement étaient en train de se créer. Puis derrière, il y a eu les grandes banques américaines, Tesla, machin. Là, je me suis dit, c'est bon, c'est parti. Phénomène d'adoption comparable à Internet en 1997, 50% de nouveaux utilisateurs tous les ans. C'est absolument génial. Je suis allé au Surfing Bitcoin, où je vous ai croisé d'ailleurs. Ouais, je me rappelle. Et bon souvenir. Et le Surfing Bitcoin, c'était génial parce que c'était des jeunes comme vous et moi. On a pu rencontrer des chefs d'entreprise, des mecs millionnaires en Bitcoin, qui étaient en t-shirt short et qui te parlaient de l'avenir, d'un avenir incertain, d'un avenir où nos politiques ne sont pas là pour nous aider, d'un avenir où la transition énergétique va être nécessaire, d'un avenir d'une Europe vieillissante où on va devoir absolument se réinventer si on ne veut pas souffrir. Voilà. Et franchement, j'ai trouvé que c'était un bain de bien-être et d'échange et tout ça. Donc, j'ai trouvé ça génial. Et à l'autre bout de ça, tu as les Kikoulol qui sont là to the moon sur Twitter. Tu vois, donc la communauté crypto est très rigolote, elle est très disparate, elle a des côtés absolument insupportables parce que quand tu as 50 ans, que tu es un gérant et que tu vois des Kikoulol faire des centaines de milliers d'euros sur les Dogecoin, forcément, ça t'hérisse les poils. Ouais, c'est clair. Mais j'espère que ces gens se formeront, que ces gens iront peut-être un peu plus loin que le côté spéculatif. Après, je ne suis pas expert en la matière. Je vous donne mon ressenti là au moment où on en parle. Je trouve qu'on est peut-être allé un peu trop loin, un peu trop vite, un peu trop fort sur le monde des cryptos va se démocratiser. Le métaverse va se créer demain, donc il faut acheter des NFT parce que c'est maintenant. Et là, j'ai l'impression que sur le NFT, ça a été un peu l'ultra spéculation, un peu comme on irait trader des small caps américaines pour de la volatilité et pour le côté mode. Et je pense que de la même manière que sur les cryptos, on a eu un bull market de folie et puis un crash derrière pour qu'on ait une maturation du marché, je pense qu'on aura aussi une maturation sur le marché du NFT. Parce que là, on est parti trop en mode n'importe quoi. Avec un Bitcoin à 60K, bah, on avait des gens de 15 ans qui étaient devenus millionnaires, qui achetaient des crypto 4 à 200K. Je suis désolé, non. Il y a un moment donné où la bien-pensance doit prendre le dessus. On est peut-être allé un peu trop loin. Ouais, non, ça je suis d'accord. Et encore une fois, on se retrouve dans des. C'est pour ça qu'on parle de cycle sur le Bitcoin, sur le marché des cryptos en général. C'est qu'on a un bull market, on prend des 2000, 3000%, et ensuite on a une baisse pendant 2-3 ans. Ensuite, on a le halving du Bitcoin lorsqu'il y a 2 fois moins de Bitcoin qui sont émis par bloc. Et là, on repart justement à la hausse parce que le Bitcoin devient plus rare. Et justement, on parle beaucoup d'inflation. Et ce qui serait intéressant d'avoir, c'est d'avoir ton avis là-dessus. On parle beaucoup de Bitcoin comme un hedge contre l'inflation.
on parle beaucoup de il y aura toujours 21 millions de bitcoins, il n'y en aura pas plus, c'est dans l'algorithme, c'est comme ça. Par contre, on a vu que aujourd'hui, le marché du bitcoin était quand même corrélé au marché des actions. Et c'est sûrement d'ailleurs par rapport à l'arrivée des institutionnels. Xav, je crois qu'il y a ton son qui bug. Je ne sais pas si c'est. Je Ouais, sais pas je ne sais pas si c'est moi. T'entends un truc bizarre? J'ai je sais l'impression que pas. ton son sort en double, en fait, que c'est notre son qui sort chez toi et qui Ouais. déclenche. Ah ouais, Je sais c'est pas si c'est bizarre. parti Ah, ou un attendez. truc comme ça. Non, non, et je l'ai dans ma main là, justement. Mais je ne sais pas si vous l'entendez encore. Attendez, j'essaie un truc. On J'essaie avec les AirPods. Alors. Là, moi, je vous Ah ouais, entends. Je sais pas largement. si vous m'entendez. Là, c'est bon. Ah, C'est ok, bon. super. On Ok, t'entend bah, il y a dû bien. avoir un bug, désolé. On t'entend bien. Écoute, je ne sais pas si le Bitcoin est un refuge contre l'inflation, parce que je pense que, enfin, l'inflation est en train d'exploser. Le Bitcoin a perdu 25% par rapport à ses plus hauts, donc il faudra m'expliquer en quoi c'est une protection contre l'inflation. À un moment donné, en fait, l'inflation a augmenté, l'or ne montait pas, le Bitcoin est monté, donc on a dit, ah bah ça se trouve, il y a des gens, ils se protègent de l'inflation avec le Bitcoin. C'est parce qu'en fait, ils pouvaient gagner plus de performance à la hausse sur le Bitcoin que n'allait leur coûter l'inflation. Mais sinon, le, le- le- la diagonale, si l'inflation monte, le Bitcoin va monter parce que c'est un produit pour se protéger. J'y crois pas tant que ça, en fait. J'y crois pas tant que ça. Par contre, ton autre réflexion sur la corrélation du marché des cryptos avec le marché action, elle est très intéressante parce qu'en fait, avant, on avait moins de corrélation entre les cryptos et le marché action, et plus le marché crypto est devenu important, plus il a commencé à réagir à certaines lois. Je te donne un exemple. En 2008, les marchés chutent et l'or chute. Et à ce moment-là, tu te dis, mais normalement, l'or, c'est un refuge, ça aurait dû me protéger, etc. Oui, mais en fait, c'est parce qu'il y a des notions de leverage. Quand les mecs étaient sur les actions et sur l'or, ils avaient des appels de marge sur les actions et ils coupaient leur position parfois sur l'or ou d'autres produits pour pouvoir débloquer de la marge et pouvoir tenir leur position action. Et ben, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose avec les cryptos. Ouais, avec les cryptos. Les Et gens ce qui sont est. sur les actions, ils sont sur les cryptos aussi, ils voient que les marchés commencent à déraper, ils balourdent Ils ont les besoin de actions et les cash. cryptos avec, et du coup, le Bitcoin devient un actif risqué. Ouais, Donc, un et ce que je trouve aussi, ce qui pourrait expliquer tout ça, c'est que aujourd'hui, imaginons, on est un investisseur institutionnel qui est positionné sur plusieurs marchés. Donc, ouais, on a de la crypto, on a des marchés européens, on a des marchés chinois, on a des marchés américains. Et pour reprendre l'exemple de Evergrande, lorsqu'on a su qu'ils avaient une dette de 300 milliards de dollars qu'ils ne pourraient potentiellement pas rembourser, à ce moment-là, lorsqu'on est un investisseur institutionnel, on se rend compte que on va subir une perte sur notre portefeuille principal, par exemple. Et à ce moment-là, quel est notre réflexe? Notre réflexe, c'est de se tourner vers l'actif le plus liquide et le plus disponible. Aujourd'hui, le marché crypto, c'est le marché qui est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. ouais, Donc, on a la facilité de le revendre, d'utiliser ça pour essuyer les pertes ailleurs. ouais. Ou par exemple, pour renforcer les positions, pour justement ne pas se faire liquider, par On exemple. peut couvrir, on peut hedger, on peut, ouais. C'est ça. Mais justement, Et du coup, justement, c'est ça vas-y, que vas-y, je trouve Artem. intéressant, c'est que peut-être que le Bitcoin n'est pas considéré comme un refuge pour l'inflation, mais il peut être considéré comme un actif disponible à tout moment si Ouais, on en a besoin. Et ouais. ça, je trouve ça intéressant parce qu'au final, ça peut être un refuge pour tous les marchés financiers, parce que tout simplement, on en dispose quand on veut, on en fait ce qu'on veut, on l'envoie quand on veut, où on veut, pour des frais minimes. On peut le diviser, on n'est pas obligé de tout vendre directement. Et justement, je trouve que justement l'argument du Bitcoin qui est un refuge pour tous les autres marchés, il tient si on prend cette vision-là plutôt que juste de se dire ouais, le Bitcoin c'est juste contre l'inflation. Ouais, ouais, ouais. Et justement, Nicolas, et pour compléter ce que dit Artem, moi, c'était pas forcément mon avis il y a encore 2 ans, hein. J'étais un peu plus réticent sur les crypto-monnaies et autres. J'ai largement changé d'avis. Et je pense que pour compléter ce que dit Artem, est-ce qu'au final, la crypto-monnaie n'a pas gagné sa place en tant que classe d'actifs à part entière et peut faire partie d'une bonne diversification aujourd'hui? Je veux dire, on peut être investisseur dans l'immobilier, dans les obligations d'État ou obligations corporate,
marché action et avoir aussi de la crypto-monnaie, peut-être dans une moindre mesure si on veut prendre moins de risques ou si on est moins volontiers exposé à la volatilité. Mais est-ce qu'au final, avoir de la crypto-monnaie, c'est pas une diversification aujourd'hui également? Ça l'est, et je dirais même que la caractéristique d'un investisseur boursier, c'est qu'il est 20 ans, 30 ans ou 70 ans, il est Ouais, toujours en train d'apprendre. En fait, c'est là où on dit toujours que la bourse, c'est une école de l'humilité, et il faut apprendre à pas avoir d'ego, etc. Même si à un moment tu es bon, 10 ans plus tard, le marché, tu le comprends plus, etc., tu mm, dois toujours évoluer, toujours essayer de comprendre ton milieu. C'est ce qu'il fallait faire avec les cryptos. Il faut comprendre que c'est un bassin de volatilité, qu'il y a de la liquidité, qu'il y a de l'adoption, donc que c'est un marché intéressant et que c'est un actif comme un autre. Il y a des gens qui sont prêts à mettre des actions de merde comme du Europcar ou des bouses ouais, comme ça en portefeuille et par contre se dire ah tiens je vais investir un petit peu dans les cryptos alors qu'elles sont méga haussières, non ça par contre je suis réfractaire. En fait oui, pour moi voilà. ça c'est un manque d'ouverture d'esprit et c'est contraire à la psychologie, à la philosophie que devrait avoir un investisseur boursier classique. Et depuis maintenant 2 ans, je n'ai plus peur de dire à des investisseurs que pour moi, il est légitime, fonction du profil, d'avoir 3, 5, 7, pourquoi pas Ouais, 10% de crypto 10% de crypto, dans clairement. le cadre d'un portefeuille diversifié. Totalement, Et ça accompagne la digitalisation et la révolution numérique aussi, puisque ça a des complètement. usages énormes. Et je vais laisser Artem continuer parce qu'il s'y connaît bien mieux que moi, mais rien que le métaverse ou des choses comme ça, on peut imaginer que dans 20 ans, 30 ans, ce soit le quotidien. Ouais. Et Euh, d'ailleurs, j'ai vu une question passer dans le chat et je vais juste répondre en 2 secondes. C'est la question, c'était est-ce que les ventes du marché de métaverse, donc dans le monde Ouais. digital, vont affecter le marché immobilier? Pour moi, c'est pas du tout le cas parce que le marché immobilier est tellement immense par rapport au marché du Ouais. métaverse. Parce que rien que si on prend le marché crypto en général, 3 trillions de dollars, c'est pas par rapport au marché immobilier, ça ne représente rien du tout. Et donc, même si on a des investisseurs jeunes qui vont se dire, OK, bah, je vais acheter ça, ça ne va en aucun cas impacter le marché immobilier. En tout cas, c'est mon avis, c'est juste pour répondre à cette Parce que c'est à question-là. part. C'est à part, ouais, Voilà. clairement. non, et Moi j'avais une puis, autre C'est à question prendre à qui me part. semblait il intéressante. faut C'est essayer ce de voir que. il faut essayer de voir les tailles de gâteau. Euh, Mm. L'ensemble du marché des cryptos, c'est Apple en bourse. Ouais, Fin du ouais, game. Fin du game. Le Aujourd'hui, marché aujourd'hui, ouais, action, c'est c'est. 110 000 milliards. Le PIB mondial, c'est 100 000 milliards. Ouais. Donc les cryptos, c'est beaucoup et pas beaucoup à la fois, parce que 2000 milliards pour ce que certains disent qui est du vent, c'est clair que ça fait beaucoup. Mais si demain tu te dis que va y avoir une industrie du numérique avec le métaverse, avec des points de vente, d'échange, de vie sociétale et sociale dans le numérique, tu peux te dire, enfin moi c'est ce que j'avais dit au Surfing Bitcoin et dans certaines conférences, que je trouverais pas déconnant que l'ensemble de la capitalisation boursière des cryptos pèse 10% du PIB mondial. Ouais. Et donc 10 000 Ouais, milliards de clairement. dollars. Voilà. À terme, ouais, clairement. Mais c'est des choses qui, voilà, qui vont prendre du voilà, temps, c'est ça. des Il faut que ça cycles, prenne du Du long temps. Il ne faut terme, pas que ça vraiment du arrive long d'un terme. coup, C'est pas. totalement. Et moi, complètement. j'ai une autre question qui est d'ailleurs intéressante par rapport à ce qu'on a vécu cette année en bourse. Et c'est un peu ce que la crypto a amené aussi dans les marchés financiers. C'est l'aspect de la communauté. Parce Ouais. qu'aujourd'hui, on parle énormément de communauté, on fait partie d'une communauté, on se sent une appartenance Mhm. à un groupe de personnes qui ont les mêmes intérêts, qui ont envie de faire la même chose. Et ce qui est drôle, c'est qu'on a vu ça également en bourse avec l'AMC, donc en début d'année, et GameStop également, donc GME. Je trouve que cet aspect-là, il a les deux côtés. On a le côté où on est des fanatiques fous furieux de quelque chose, où on prend pas le temps de se renseigner réellement et juste on jure que par ça. Dans la Ouais. crypto, on voit énormément ça avec des personnes qui sont des maximalistes, on les appelle, que ce soit Ouais. du Bitcoin, de Solana, de Ethereum, enfin de toutes les cryptos Du possibles et NFT, imaginables. ouais. Et d'un autre côté, on va avoir cette communauté où on interagit vraiment avec des membres, où on discute avec eux, on apprend des choses en plus. Et juste avoir ton avis sur la question de communauté d'investissement. Pas forcément une communauté qui se donne des conseils d'investissement, mais juste une communauté qui soutient un projet, qui soutient une entreprise. Est-ce que tu penses que ça peut être bénéfique pour, même en bourse, par exemple? Ben, si tu veux, je connais cet aspect communautaire parce qu'il existe en bourse depuis 20 ans. On a en France un forum qui s'appelle Boursorama qui a été à ses heures
voir il y a 10 ans, vraiment le forum d'investissement et de bourse le plus lu et avec le plus de gens de France. Maintenant, ça se fait via des télégrammes, via des Twitch, via des groupes sur Twitter, etc. Mais il y a toujours un aspect communautaire fort. Je trouve que avoir des communautés qui sont dans l'échange avec des spécialistes qui apprennent aux autres, c'est génialissime. Et il faut continuer, il faut créer tous des communautés avec nos comptes réseaux sociaux et tout ça, les croiser entre elles et faire en sorte qu'ils voient des spécialistes de tous bords, que ce soit pour du court terme, du long terme, du crypto, des actions et tout, mais que ce soit un discours intelligible et qualitatif. Après, encore une fois, attention à la communauté sur les actions. Je vous donne un exemple sur les biotech. Moi, j'appelle plus ça des communautés, j'appelle ça des sectes. Ouais. Parce que aujourd'hui, Genfit, biotech française, a gagné 60% parce que Ipsen lui a signé un upfront, un contrat de 120 millions. Genfit, ça fait 10 ans que j'en entends parler. 10 ans que les mecs disent ça vaut 50 euros. Et un jour, elle est passée de 20 à 3. Ah ouais. Là, t'as les Ça gros détend, quoi. qui sont les grands pontes qui étaient jusqu'ici respectés, qui se font lyncher, et tout le reste de la communauté qui se sent euh, volé, quoi. Lésé, quoi. Et Clairement. donc, donc j'aime l'esprit communautaire, j'aime l'esprit de groupe. Quand c'est un Mais esprit vigilant. de partage et d'entraînement, par contre, à partir du moment où on devient des moutons de panurge et qu'on devient des suiveurs qui ne réfléchissent plus, là, il y a un danger exacerbé. Mais au final, est-ce que la communauté, ce n'est pas aussi les lobbies qui sont présents dans plusieurs milieux? C'est un aspect un peu plus grossier de la communauté, puisque aujourd'hui, c'est des personnes qui luttent pour l'adoption de quelque chose, pour l'acceptation de quelque chose, mais est-ce que ce n'est pas une extension de la communauté, mais beaucoup plus puissante? Alors, Un peu de manipulation de cours aussi par avec, moment, quoi. avec ce qui s'est passé sur Reddit, avec GME et tout ça, j'ai eu l'impression que le peuple allait prendre le pouvoir sur Wall Street. Ça y est, Main Street allait renverser Wall Street, quoi. Je me suis dit, ça y est, les particuliers qui se mettent ensemble peuvent se dire, on va dégommer des fonds d'investissement, on va essayer de créer un peu plus de justice là-dedans. Ils l'ont réussi en quelque sorte un peu, hein. Ils l'ont Ouais, réussi. Ils l'ont réussi. Malheureusement, temporairement. j'ai vu aussi Oui. des... Alors, c'est pas que je veux lui casser du sucre sur le dos, hein, mais c'est le seul exemple que j'ai sous la main. Idriss Aberkan. Le mec, il fait de la politique, de l'économie, plein de choses. Il a 2 ou 3 doctorats. Bon, le mec s'est inventé boursier pendant le Covid. Et quand GameStop s'est envolé à, je sais plus moi, 80 dollars et que j'ai dit, mais les gars, on arrête les conneries là. C'est une boîte qui vaut que dalle, elle fait des pertes tous les ans. Les mecs, ils ont des magasins pour vendre des jeux Des vidéo jeux dans un vidéo. magasin. Ça fait combien d'années que vous avez pas été dans un magasin pour acheter un jeu vidéo? Et, et là, le Idriss Aberkan qui me répond, mais tu comprends pas, c'est un naked short, c'est un corner, nanana. Je fais, hé garçon, déjà, moi, ça fait 20 ans que je fais de la bourse, donc des trucs comme ça, j'en ai déjà vu, hein, t'inquiète pas. Là, ce qui me fait peur, c'est que vous êtes en train de dire, on va tondre les banques et vous allez vous faire défoncer. Ah oui. Et GameStop a été derrière, a perdu 60% dans les semaines qui ont suivi. Et bizarrement, plus Il y en a personne beaucoup ne qui se sait sont fait trop nettoyer, c'est parler clair. du corner. Mais tu vois, quand il y a un côté positif de discussion, de réflexion qui amène à une action, et qu'en plus cette action vient taper des fonds vautours, etc., purée, mais je suis le premier à être content. Mais quand j'ai vu qu'il y avait aussi les manipulateurs qui voulaient se faire anti-système et dire, regardez, on va tous acheter du GameStop et on va se faire sauter la banque, et que j'ai vu des particuliers très peu expérimentés en bourse, parfois des jeunes, balancer leurs économies dedans pour acheter des options en effet de levier et se faire saccager leur portefeuille, eh ben, c'est le côté qui me fait peur. Voilà. Ouais, Donc, et Non, c'est juste clair. pour rebondir sur ça, tu as énormément de gens qui font la pub des groupes de pump and dump. En gros, ouais, surtout dans la crypto aujourd'hui, et même en bourse, quand tu as des toutes petites capes, où en gros il y a très peu de volume, les gens ils disent ok, on va faire pump un stock ou une crypto,
on va Ouais. tous devenir super riches parce que ça va être en Mais trending, c'est de la etc. manipulation de cours. Non, mais Ben, par contre, non, mais c'est la il y a patate ça, mais chaude. surtout, C'est le C'est dernier qui ça. récupère la patate qui est dans la merde. exactement. C'est ça qui Mais explose. en fait, C'est ça, ce qui est faut pas intéressant, avoir. c'est que si tu prends ces low cap, tu vois qu'il y a une pattern d'achat quelques semaines en amont. Et tu vois Ouais. que c'est des tout petits achats, mais qui font pas bouger le cours, justement pour pas le perturber, etc. Et en fait, c'est les mecs qui ont créé ces groupes-là. C'est pour ça on fait très attention de dire ça à tous nos abonnés à chaque fois. Les groupes de Pump and Dump, c'est pas une bonne idée. C'est vraiment pas. Il Non, faut mais pas rentrer c'est là-dedans. C'est parce que c'est les mecs qui dirigent ces clairement. groupes-là qui deviennent riches au final. C'est que eux, Mais ils ont fait déjà, que c'est pas une bonne acheter idée en et petit en plus, montant. c'est illégal. Oui, c'est illégal, mais aujourd'hui, le marché C'est- crypto, déjà, il essaie Voilà, d'être c'est ça. Il régulé. faut, bien sûr, mais je veux dire, sur les marchés actions, ça existe aussi ces Ouais. choses-là, mais il y a l'AMF qui débarque avec manipulation de cours et c'est une Non. énorme fessée. Donc, je veux dire, enfin, Ouais, mais ça non. dépend des moments, mais il y a déjà des cas où ça a quand même, quand c'est prouvé, quand c'est justifiable, il y a quand même des Exact. grosses sanctions qui tombent dessus. Quand c'est un groupe Telegram où tu ne connais pas les gars qui l'ont créé, Bien sûr, non, mais qui font bien ça, sûr. tu peux rien faire. Faut souvent se méfier de ces choses-là. Je veux dire, que ce soit sur le marché Mais crypto ou tous les autres, c'est risqué, c'est malsain même. ça marchera un peu, puis ça ne marchera plus. Oui, voilà, c'est ça. Encore une fois, c'est le temps que le marché devienne Et mature. le marché se C'est ça. mature ensuite, se régule, se modifie. Il y a des nouvelles règles qui sont mises en place. Il peut y avoir des coupes-circuits sur la volatilité, où il peut y avoir un moment une ou deux belles enquêtes et deux, trois mecs foutus en prison pour Oui, voilà, dump, c'est ça. histoire de calmer tout le monde. Et donc, je pense que ça se calmera. De toute façon, 90% des investisseurs particuliers qui font du trading perdent en bourse. Oui, ça, oui. Et ça, c'est valable pour les cryptos comme pour les actions. Ouais. Il faut que les gens qui nous écoutent comprennent, c'est que dès le plus jeune âge, et vous qui êtes dans la vingtaine, c'est la teuf, parce que pour mettre 1 million de côté à 65 ans, quand tu as C'est compliqué. 50 ans, tu dois mettre des milliers d'euros de côté tous les ans. Alors que quand tu as 20 ans, tu commences par mettre 200 euros par mois tous les mois jusqu'à 65 ans, tu sais que tu as ton million d'euros arrivé à la retraite. Donc, il faut s'inscrire dans le moyen long terme, il faut faire de l'action, il faut faire de la crypto, il faut faire de la diversification, il faut faire de l'investissement, du DCA, des achats et tout ce qui est trading, court terme, volatilité, danger, pump and dump, illégalité, groupe, machin, tout ça, faut arrêter de Ça perdre son dégage. temps. Voilà, ça Totalement, totalement. Et je pense que ce qui pourrait être vraiment intéressant parce que ça fait plus d'1 heure qu'on est en live et c'est Ouais. trop bien de pouvoir discuter de tout ça et surtout, on n'a pas souvent des personnes avec qui on peut parler des sujets comme crypto, bourse, immobilier Puis en même temps. rebondir comme ça, ouais, c'est clair. Voilà, c'est ça, parce qu'on a rarement des personnes qui sont experts dans les trois milieux. Je pense que ce qui pourrait être bien pour les investisseurs qui commencent aujourd'hui, c'est, on va dire, 3 conseils pour commencer aujourd'hui à investir. Ce serait quoi de ta part? Jamais de levier. Ok. Donc être un investisseur plutôt qu'un trader, du coup. Ah. Faire des choses que l'on connaît et que l'on maîtrise, que ce soit une crypto ou une action, qu'on bien savoir ce qu'on achète. Et quand on achète quelque chose, toujours acheter quelque chose comme si on allait bloquer ton compte le lendemain et que tu pouvais que sortir dans 10 ans. Ouais. Ouais, Tu vois? Investir seulement l'argent que tu peux te permettre de perdre et que tu n'as pas besoin de mobiliser aujourd'hui. Aussi, mais de pas aller sur des petites actions qui bougent, des petites merdes parce qu'il y a une Ouais. news qui vient de tomber, mais plutôt de te dire, ah, Apple, Amazon, machin, ça, je sais que je peux partir en vacances, je peux tomber dans le coma pendant 6 mois ou quoi. Je sais que j'ai acheté un truc qualitatif. Donc, pas de levier, acheter du qualitatif. Et puis, bah, peut-être que je vais tout simplement vous dire ce que je vous ai dit tout à l'heure. Euh, L'humilité, quoi. Toujours penser qu'il faut continuer d'apprendre pour comprendre, parce que si à un moment donné tu prends la confiance, le marché il arrive par derrière avec une grande gifle et là, bam! Il te rappelle à l'ordre. Ouais, non, Et clairement. ça, je peux te dire Clairement. qu'en 20 ans de bourse, des grandes gifles, j'en ai pris un bon paquet. Donc, faut toujours être Nicolas, humble quand on fait des peut-être gains, pour. toujours se dire c'est bien, j'ai fait du gain, sortir un bout, en dépenser un petit peu dans la vie réelle pour se rendre compte aussi que c'est pas que des zéros Que ça sert à quelque chose et ça aussi, sert. clairement. Il faut garder la notion de l'argent. Ouais. Nicolas, peut-être pour continuer, comme dit Artem, ça fait déjà 1 heure. Pour que ça reste digeste pour les personnes qui vont nous regarder en rediffusion. Mhm. Tu as lancé une nouvelle initiative il n'y a pas longtemps qui s'appelle WeBourse. Ouais.
as décidé de réinventer pas mal de choses sur ton projet professionnel et ton projet, on peut dire, L'instant pub, d'influenceur l'instant sur le pub, marché financier. l'instant pub. Voilà, cette vidéo n'est pas rémunérée, hein, mais du coup, pourquoi tu as fait ça et qu'est-ce que ça va être en termes Et en juste présenter concret, ton enfin, je veux dire, projet en général aussi, hein. voilà, c'est ça. Bah, Qu'est-ce que tu veux faire avec ça et de quoi c'est composé? en fait, j'ai constaté qu'il y avait deux mondes. Il y avait un monde avec les analystes boursiers, les stratégistes, les gérants, des gens qui étaient peu sur les réseaux sociaux, qui faisaient peu de partage, d'éducation, etc. Et ensuite, j'ai vu qu'il y avait un deuxième monde avec Facebook, YouTube, Insta, les vendeurs de rêves, les vendeurs de formation et toutes ces conneries-là. Et je me suis dit, est-ce que tu pourrais pas être d'une part un analyste connu qui passe à la télé, qui bosse avec des grandes sociétés de gestion, etc., mais d'autre part utiliser les codes de ces influenceurs et de ces gens qui font des choses sur l'Internet pour toucher le plus grand nombre et pour pouvoir faire de l'échange et de la vulgarisation et de la pédagogie. En fait, moi, ce qui me fait le plus kiffer dans mon travail, c'est de rencontrer des gens. C'est le côté humain. C'est de faire des trucs avec vous, c'est d'aller à des conférences, c'est de serrer des mains, c'est de rencontrer des Ouais. investisseurs, des chefs d'entreprise, etc. Et en fait, bah, j'ai envie de partager. J'ai envie de faire des émissions où on est assis dans le canapé avec un petit verre et où on discute entre professionnels, pas avec la cravate fermée, serrée. Ouais, clairement. J'ai envie de réunifier les gens jeunes, motivés, dynamiques et la finance traditionnelle vieillissante qu'il faut dépoussiérer. Du coup, il y a le projet WeBourse où on fait des lives sur Twitch avec la chaîne YouTube et la chaîne Twitch. Et puis aussi, tant qu'on est dans la pub, il y a ma newsletter sur nicolaschéron.fr. C'est une newsletter gratuite où dedans, bah, je mets des vidéos, des sites à découvrir, des bouquins à lire. Et en fait, bah, c'est ça, moi, ce qui me fait le plus vibrer, c'est d'échanger avec les gens, de partager avec les gens. Et c'est pour ça que je fais Totalement. ce Et c'est live un super. vendredi soir à l'heure de l'apéro avec vous. Et c'est super intéressant parce que de plus en plus d'analystes, ils deviennent des indépendants aujourd'hui. On voit ça de plus en plus, c'est qu'aujourd'hui, on essaye vraiment de Ouais. donner ça à la communauté et aux gens qui nous suivent. Et on s'en est rendu compte parce que, comme tu dis, toutes les merdes qu'il y a, tous les groupes de pump and dump, etc. Au Ouais. départ, quand nous, on s'est lancé sur Instagram, on voyait que ça. Il y avait deux, trois comptes qui nous suivaient en plus et on s'est dit que nous aussi, on pouvait apporter notre contribution à ça et donner du contenu gratuit à toutes les personnes qui nous suivent, etc. Donc c'est assez cool de voir aussi que même des personnes expérimentées se lancent là-dedans et c'est vraiment cool de voir ça. Et surtout qu'encore une fois, Twitch, Twitter, Instagram, etc., ça reste gratuit. Ça veut dire que c'est quelque chose que tu donnes gratuitement aux gens et je trouve que c'est une très belle démarche. Et, euh, et encore une fois, comme tu dis, nous, on s'est rencontrés à Surfing Bitcoin en vrai pour la première fois. Et c'était une très bonne expérience parce qu'on en a parlé en vrai, on a pu vraiment interagir et c'était vraiment, vraiment cool. Donc, non, non, c'est une très bonne démarche et dans tous les cas, félicitations déjà pour ce que tu as fait avant et merci d'être venu avec nous pour parler avec nous de tous les sujets possibles. C'est vraiment cool. Bah Ouais. écoutez, Merci à toi d'avoir et consacré du temps à l'heure de l'apéro, du merci coup. à vous et bravo aussi pour ce que vous faites, quoi. Vous êtes jeune, motivé, c'est aussi pour ça que je voulais faire des choses avec vous. C'est du travail de qualité, multi-actif en plus avec de l'IMO, de la crypto, des actions, tout ça. Et je pense que bah, c'est bien pour les jeunes de 20, 25, 30 ans qui vous lisent bah, d'aller dans ce sens de la formation, de l'information, plutôt que de leur dire achetez nos signaux et vous allez vous payer une Lamborghini. Non, ça, on le fera jamais. En tout cas, Nicolas, merci. Je pense qu'on sera amené à refaire d'autres choses ensemble, que ce soit des lives ou des choses peut-être plus structurées dans le temps. Avec grand plaisir. Merci de nous accompagner. Tu nous as inspiré aussi quand on s'est lancé. Et ben, c'était un plaisir de faire ce live avec toi. Canon. Merci les gars. Et puis merci d'être venu à Merci, l'heure bonne de soirée tout le l'apéro et monde. bonne fête des fins d'année. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous hydrater, les gars. Complètement. Rendez-vous en 2022 les gars. Totalement. Voilà, Et à merci bientôt. encore, Nicolas, et merci à tous ceux qui nous ont suivis pendant le Merci live. tout le monde. À bientôt. Merci tout le monde. Passez une bonne soirée. Bonne